bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 13 avril 2026. Alors, avant d'ouvrir la séance, on a quelques petites informations à donner. Je pense que c'est important. Dans le fond, Mme Revol qui est ici, c'est sa dernière soirée avec nous, qui est notre directrice générale adjointe depuis maintenant combien d'années, Marine? Combien? 7 ans, c'est ça. Puis avant, elle était au service d'urbanisme, donc ça fait 12 ans que Marine est à la municipalité avec nous. Moi, depuis que je suis ici, je travaille avec Marine, donc très émue de son départ, mais elle s'en va pour de nouveaux projets, de nouveaux défis dans une nouvelle organisation. Comme directrice générale adjointe, je pense qu'elle avait besoin de renouveau, de changement. Quelquefois, à un moment de notre expérience professionnelle, on veut des nouveaux défis. Donc, c'est ce que Marine recherchait. Mais je tenais à te remercier, Marine, sincèrement, en mon nom et au nom du Conseil, pour ces belles années. On sait aujourd'hui, on dit que le nombre d'années dans une organisation, la moyenne, c'est 3 ans. Donc, d'avoir des gens qui ont pu rester aussi longtemps pour nous, puis qui ont même pu gravir les échelons jusqu'à devenir DGA, c'est précieux. Donc, merci pour toutes ces années. Elle a porté beaucoup de dossiers comme directrice du service d'urbanisme. Elle a accueilli beaucoup de citoyens qui avaient des projets d'investissement dans la municipalité. C'est d'une importance quand même. Le service d'urbanisme, c'est un des services qui a le plus de liens avec les nouveaux citoyens, notamment pour faire des beaux projets. Fait que Marine a été pendant plusieurs années cette vision-là, ce premier accueil du citoyen qui voulait s'établir ici, un poste très important. Puis ensuite, comme directrice générale adjointe, elle a piloté beaucoup de beaux dossiers, dont notre première planification stratégique à la municipalité. C'est Marine qui avait emmené l'idée de travailler sur un projet comme ça. Et plein d'autres projets qu'elle aura appuyés avec la direction générale. Donc, vraiment, merci en mon nom, puis au nom de tous les gens qui sont ici. Et sûrement que les anciens aussi auraient de beaux mots à dire pour toi. Donc, Marine, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, elle a quitté pour la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez comme directrice générale adjointe. Donc, on lui souhaite de beaux défis, puis du renouveau professionnel également. Puis nous, bien, on est en affichage pour le poste de directeur général. Quand ce poste sera comblé, on va aller en affichage pour le poste de directeur général adjoint. Donc, de notre côté, ça sera des nouvelles personnes qui opéreront ces postes-là ici à la municipalité avec aussi des défis pour eux. Donc, merci Marine. Merci. Sur un autre sujet, j'ai 2 points que je voulais vous adresser. Premièrement, je trouvais ça important de revenir sur des communications qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais quelquefois, il faut rectifier des informations qui circulent. Et il y a quelques semaines, il y a une information qui a circulé en lien avec le projet de la rue principale. Et moi, je pense que c'est important de faire une mise au point sur les travaux, parce que premièrement, beaucoup de citoyens ne savent pas encore que la rue principale, c'est de compétence provinciale. Donc, on nous demande souvent de venir faire les travaux rapidement. On indique que la municipalité on ne comprend pas pourquoi la municipalité n'a pas rénové la rue principale depuis autant d'années. Alors, ce n'est pas de notre ressort, c'est vraiment une compétence qui est provinciale. Donc, ça appartient au ministère des Transports de venir de refaire la voirie, les infrastructures supérieures. La municipalité, ce qu'elle est responsable, dans le fond, c'est l'aqueduc, l'égout, les tuyaux qui passent en dessous de la rue principale. Mais ce qui est sur le niveau supérieur, c'est vraiment au ministère des Transports. Donc, quand on parle de voirie, de réseau pluvial, on parle aussi, je sais qu'il y a des citoyens qui parlent qu'il y a vraiment un mauvais égouttement de l'eau pluviale, mais tout ça, c'est des responsabilités du ministère des Transports. Fait que je trouvais ça important de vraiment venir clarifier cet aspect-là, parce que souvent on nous dit « Ah, la municipalité devrait faire les travaux », mais c'est vraiment au ministère. Autre point, donc oui, on sait que c'est au ministère. Ce qui a circulé, c'est qu'il y aurait une information qui, malheureusement, provenait même du bureau de la députée, et malheureusement, c'est un nouvel employé qui a été mis dans le dossier, qui avait très peu d'expérience et qui ne connaît pas le dossier depuis ses débuts. Donc, cet employé-là s'est fourvoyé dans les informations qui ont été transmises à une citoyenne qui se plaignait de l'état de la chaussée sur la rue principale et l'employé du bureau de la députée a écrit à la citoyenne comme quoi que, dans le fond, la municipalité retardait le projet de réfection de la rue principale. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais à vrai dire qu'il n'est pas du tout le cas, parce que il indiquait en plus que les fonds étaient disponibles pour ce projet-là. Qui est complètement faux, parce que si je vous invite à aller, premièrement, je vous invite à aller voir les plans triennaux
du ministère des Transports. Ils annoncent à chaque année sur une perspective de 3 ans. Et jamais il y a eu d'annonce de financement pour notre projet de route principale. On n'a même pas encore une entente avec le ministère des Transports. On est encore à l'étape 1 du projet sur plusieurs étapes parce qu'on attend un protocole, une autorisation pour signer un protocole d'entente, pour s'entendre sur la séparation des coûts des travaux, pour simplement aller faire les études professionnelles. Donc, on n'est pas encore rendu à donner les contrats pour la réalisation. On est seulement à l'étape de service professionnel. Donc, je trouvais ça particulier qu'on donne cette information-là aux citoyens. Donc, j'ai simplement écrit à la députée qui connaît très bien le dossier, qui savait très bien que ce que son employé avait dit était complètement faux. Donc, d'ailleurs, l'employé a écrit une lettre aux citoyens pour venir rectifier les faits comme quoi c'est complètement faux, qu'il n'y avait pas effectivement de budget qui était encore réservé, malheureusement, bien qu'on aimerait avoir cette nouvelle-là, et que deuxièmement, la municipalité a en aucun cas ralenti ou fait en sorte que les projets ne se faisaient pas à cause qu'on ralentissait le processus. Ce qui signifiait, dans le fond, c'est que, compte tenu qu'on veut faire nos infrastructures souterraines à Aqueduc-Égout, on aurait demandé dernièrement de faire ces travaux-là et c'est ce qui retarderait le projet. Moi, je fais juste nommer que depuis 2019, on a demandé au ministère des Transports de dire on doit faire nos infrastructures souterraines, vous avez à refaire vos infrastructures supérieures, il faut s'asseoir ensemble et travailler sur ce projet-là. Et ça fait depuis 2019 qu'on fait de nombreuses rencontres, plusieurs fois par année, même je dirais par mois, avec des gens du ministère des Transports et que malheureusement, le projet n'avance pas. Moi, j'ai fait de nombreuses représentations politiques. J'ai rencontré 2 des 3 ministres qui ont passé au ministère des Transports depuis le dossier, depuis 2019. J'ai rencontré plusieurs sous-ministres pour parler de l'échéancier qui était trop long et qui faisait que notre projet, on était rendu avec une route principale qui n'était plus du tout fonctionnelle. J'ai rencontré tous les directeurs de la direction régionale dans le dossier qui ont passé depuis 2019, ont été mis au courant de notre dossier, de l'importance, et on est rendu en 2026 et on est encore à parler d'un échéancier pour la phase 1 des projets de 3 phases. Donc, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. La municipalité travaille, est très proactive dans le projet. Je vous dirais même qu'on a fait des actions pour aller plus vite dans le dossier. Et malgré ces gestes-là que la municipalité a posés pour faire en sorte que le projet chemine plus vite, dont certaines acquisitions qui ont été faites à une intersection, on a décidé de prendre en charge certaines études avec un protocole d'entente pour que ce soit la municipalité qui donne le contrat pour que ça aille plus vite, parce que si c'était avec le MTQ, ça serait plus long les délais. Malgré ça, on est en 2026 puis il n'y a rien de fait. Fait que j'étais, je vous dirais, je dirais pas quel mot, là, mais quand j'ai vu ce qui circulait sur les réseaux sociaux, qui venait en plus du bureau de la députée, je trouvais ça assez ordinaire. Je pense que c'est important de nommer les faits. L'enjeu réel, il n'est pas ici, il est à la direction régionale. Et si vous parlez à l'ensemble des gens de la Lanaudière, ils vont vous dire qu'il y a un enjeu de gestion à la direction régionale ici. Et c'est ce qui fait que beaucoup de projets n'avancent pas. Donc, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, voilà, petit état de situation, je pense qu'il devait être fait en lien avec le ministère. Ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté, on continue de travailler à faire des suivis avec le ministère pour que le projet chemine. Je croyais avoir enfin une autorisation de signature, un protocole d'entente du ministère pour la phase 1 des projets pour ce soir. Finalement, on nous a dit qu'il attendait encore des autorisations ministérielles, c'était encore au niveau supérieur, puis que ça ne pouvait pas être pour la séance d'avril, que peut-être on l'aurait pour la séance de mai. Donc ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. On fait des suivis régulièrement avec eux pour s'assurer que le dossier chemine. Je ferme la parenthèse sur le dossier ministère des Transports, puis on va passer vers les bonnes nouvelles, qui est notre programmation des vendredis en musique. Alors, je vais céder la parole à notre présidente du comité culture, qui va vous annoncer ce soir c'est quel artiste que nous aurons pour nos 4 vendredis en musique de l'année. Je tiens à remercier le comité, avant tout, le comité culture, parce que tous les membres du comité culture qui ont fait un excellent travail cette année pour essayer de dénicher encore une belle programmation. Donc, nous aurons le 17 juillet du Néo Country. Ce sera Laurence Saint-Martin. Le 7 août, ce sera du blues avec Brian Taylor. Ensuite de ça, le 14 août, des chansons franco avec Laurence Jalbert.
Le 28 août, du rock de nain avec bleu jeans bleu. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir, ça va être pas mal diversifié. Donc, manquez pas ça. Voilà, donc vous êtes tous invités à mettre ça à votre agenda pour cet été, puis vous verrez, là, nos publications vont commencer à tourner pour les informations sur les vendredis en musique. Ça va commencer à tourner. Bon, merci Sophie. Donc, maintenant que les communications sont faites, on va passer au point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, ça prendra un proposeur. Merci. Donc, Sophie, la jeunesse propose, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Ducharme. Point 2, il s'agit de l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 9 mars 2026 et de la séance extraordinaire du 31 mars 2026. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 3, il s'agit de l'approbation des dépenses du mois de mars 2026. Donc, ça me prendrait également un proposeur. Je propose, Daniel. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Ducharme. Point 4, première période de questions. Alors, j'ai une question de M. Noël Rainville. Deux questions de M. Noël Rainville. La première, on va commencer par la première, M. Rainville. Oui, la séance dernière, M. Lepicier avait dit qu'il y avait la réunion pour la sécurité routière. Oui. Donc, et puis j'ai vu aucun changement. Je voulais savoir quel est le changement sous votre... je vais recommencer. Bon. Le chemin Barrette. Vous voulez savoir quand est-ce que les pancartes puis le Ben, c'est ça, là. Parce que quand je vois le monsieur Lefebvre tourner avec son semi-trailer, puis que les gens stationnent à plus près du trottoir possible, c'est deux côtés, ou la compagnie Bibo qui essaie de pénétrer parce que puis il y a bien des chars. Fait que c'est quoi votre décision? Allez-vous faire des annonces de changement ou pas sur le boulevard Barrette? Je vais y aller pour que tu complémentes. Dans le fond, le changement, effectivement, je pense que ça a été discuté en comité, mais ça avait déjà été, le conseil était déjà favorable à venir permettre, on en avait parlé quand vous aviez informé de cette problématique-là. Le seul enjeu, dans le fond, c'est qu'habituellement, il faut changer le règlement sur la circulation. Merci. Le règlement sur la circulation. Ce qu'on fait, c'est qu'habituellement, on attend qu'il y ait, de toutes les dernières années, comme on fait, c'est quand on a plusieurs demandes, on commence à en avoir un bassin suffisant de modifications à faire sur l'ensemble du territoire. Là, on propose une modification. Fait que, ça prend un avis de motion, modification de règlement pour pouvoir installer les enseignes. Fait qu'il faut vraiment modifier notre règlement sur la circulation. Donc là, c'est certain que je ne vous cacherai pas que là, on va avoir une petite vacance au poste du greffe, mais dès qu'on va être capable, on va emmener le projet de règlement de modification. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va être capable ensuite de faire les affichages. Mais le code routier dit qu'il n'y a pas supposé avoir d'auto qui stationne à moins de 25 pieds d'un coin. Ça, c'est le code routier. Là. Je veux dire, il n'y a pas un règlement spécial. Il s'agit juste de mettre une pancarte interdit de stationner à partir de ce point jusqu'au point. C'est 25 pieds. C'est ça le code routier. Bien, on va le vérifier, M. Noël, si vous dites que c'est dans le code routier, on va voir. Puis si c'est le cas, on fera simplement l'installation des pancartes. Si ça doit être modifié dans notre règlement, on va faire la modification au règlement. Vous ne pouvez pas dire pas stationner sur les côtés, là, parce qu'il n'y a pas de stationnement dans la caisse populaire. Bien, dans cette caisse populaire. On va le noter, puis on va faire la vérification du code routier. C'est sur la rue principale qu'on a mis. Mais lui, il parle sur le chemin Barrette. La rue principale, c'est correct, là, les affiches sont là. Oui, pour au moins 2 véhicules de long. C'est ça, c'est 25 pieds. M. Noël, il parle sur le chemin Barrette. Oui. OK. Vers le fond, là, Mais ta soeur. On va y aller comme ça. C'est plus personnalisé. C'est bon, tu comprends. Mais on va faire la vérification que vous dites, puis si c'est pas nécessaire qu'on change le règlement, ça va être tant mieux, ça va être plus facile. Si on doit changer notre règlement, ça va être inclus dedans. Pour moi, ça sera un début, là. Parce que quand les semi-trailers essaient de tourner, là, c'est là qu'il y a la problématique. On l'avait mis sur l'autre sens parce que quand il arrivait de Joliette, ça ne viendrait pas non plus. Ma deuxième question, ça concerne le projet du Faubourg 4.3.
Et puis, il m'avait dit que en ce qui concerne le bassin de rétention, est-ce que vous avez plus d'informations à transmettre? Oui, dans le fond, bien, on a le point 8, je vais pouvoir vous en donner. OK. Parce qu'on fait l'adoption du règlement. Fait que vous pouvez, si vous voulez revenir à la fin, vous avez des compléments. Je pourrais l'expliquer à ce moment-là. Mais en gros, M. Noël, c'est qu'il y avait 2 phases de travaux. Donc, c'est vraiment comme la portion excavatoire. Pour ce qui est du bassin, là, vous vouliez savoir pourquoi il y avait des dépenses qui avaient déjà été engagées, pourquoi il y a encore des dépenses qui sont engagées. 1,5 million. On parle de 8 000 par lot. Bon. Fait que c'est de l'argent. Donc, tout simplement, il y a 2 phases de travaux. Dans le fond, la première, c'était la portion plus excavation, ce qui a déjà été fait. La deuxième portion, c'est pour l'aménagement du bassin. Là, ce soir, vous avez peut-être remarqué que l'ordre du jour que vous avez, le règlement d'emprunt, est de moindre coût que celui qu'on a présenté, parce que c'est un projet de règlement. Donc, je pense que le 31 mars, il était autour de 6,8 millions. Ce soir, le règlement d'emprunt qu'on adopte est à 6 25 000. Fait qu'on a fait beaucoup de... Tu sais, je vous avais parlé qu'il n'était pas censé... Il restait des aspects... C'est un projet de règlement. Notre objectif, c'était d'aller... Il y a eu notre promoteur qui souhaitait, pour pouvoir réaliser les travaux et pouvoir construire, qu'on respecte son échéancier, il fallait adopter rapidement. Fait qu'on avait déposé le projet de règlement et il fallait qu'on fasse certaines corrections. Il y a des choses qui ne devaient pas être dans le règlement, dont les fameux aménagements que je vous avais parlé, là, il n'était pas censé avoir de sentier, c'était encore dans le règlement. Nous, on veut juste un bassin de rétention qui fait son utilité, mais celui-ci, on ne veut pas l'aménager avec ça ne deviendra pas un parc, là, fait que ça va vraiment être un bassin de rétention non aménagé. Fait qu'on a retiré tout ce qui était l'aménagement superflu, qu'on va dire. La plantation d'arbres va rester, il va avoir, ça va être clôturé, mais il n'y aura vraiment pas d'accès pour le public. C'est tout ça qui a été retiré. Fait qu'on passe, dans le fond, d'un montant, là, on est rendu, pour le bassin de rétention, on est plus autour de 500 000 là, pour le restant de l'aménagement. Ça plus d'allure. Exactement. Le reste du règlement d'emprunt, là, je peux tout de suite vous le dire. On ne peut pas attendre tout à l'heure, je n'ai pas le feu. Tu sais, vu que j'étais là, j'étais comme... Non, c'est parce que vous allez vous répéter tantôt. Oui. Fait qu'on va sauver du temps. Merci. Je vous le dis tantôt. C'est bon. Alors, on est rendu au point administration, point 5, si n'y avait pas d'autres questions. Vous n'avez pas de questions, M. Mercier? Alors, point 5, c'est l'adoption du règlement 558-2026 concernant le code d'éthique et de déontologie. Alors, on est rendu à l'adoption finale. On vous avait présenté sommairement là, les points de modification. Donc, c'est des nouveaux ajouts qui avaient été faits, là, contrairement au code d'éthique qu'on avait dans le dernier mandat. Et il y a eu quelques petites modifications entre l'avis de motion, encore une fois, et l'adoption finale. On est venu rajouter encore, là, on est venu un petit peu plus préciser certaines notions de respect et de civilité des membres du Conseil entre eux, entre membres du Conseil, mais également avec des partenaires ou citoyens. On est venu adresser, préciser certains points en lien avec le décorum lors des rencontres privées et publiques entre les élus. Donc, c'est simplement des petites modifications là, vraiment légères. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption finale. Je propose. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par? Le second. Secondé par Caroline Lorrain. Point 6, il s'agit de l'avis de motion pour le règlement numéro 559-2026 ayant pour objet de décréter une dépense qui n'excède pas 460,72 pour le projet d'acquisition d'un camion 10 roues et de ses équipements, et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billet au même montant. Alors, en ce moment, il faut comprendre que le camion, c'est pour remplacer le camion 6 roues, un des camions de sablage qu'on a sur le territoire de la municipalité. Ce camion-là est désuet, donc il est vraiment à sa fin de vie utile. Il y a beaucoup de réparations. On a des enjeux là, au niveau de sa fiabilité. Et donc, il atteint vraiment sa fin de vie utile. Et comme c'est quand même un équipement qui est important pour la municipalité, on est rendu à le remplacer. Alors, on remplacerait un camion 6 roues pour un camion 10 roues. Ce camion-ci comprendrait un système roll-off, donc c'est un système là, de changement de benne, si on veut. Ça viendrait aussi avec l'acquisition d'une benne supplémentaire, donc une benne pour le sel de déglaçage et une benne pour le sable, pour faire des travaux de voirie là, pendant la période estivale. Le système roll-off permet rapidement de changer cette benne-là. Ça, c'est un équipement qui ferait partie du projet. La benne à sable là, est quand même 2 tonnes de plus qu'une benne 4 saisons.
Donc, ça nous permet quand même, quand on fait du voyagement, là, d'avoir plus de capacité. Et ça viendra aussi avec, bien sûr, là, il y a des coûts. Le camion lui-même n'est pas à 460 000. Là, il faut comprendre que c'est, je pense, autour de 190 000, mais c'est tous les équipements qui viennent, qui s'ajoutent. Donc, un épandeur. Il y a aussi, là, comme je vous disais, le système roll-off, la benne supplémentaire. On vient avec on va faire l'acquisition aussi de pneus supplémentaires pour la saison hivernale. Donc, c'est un emprunt, tout ça, là, c'est un emprunt qui va se faire sur 10 ans. Un amortissement de 10 ans. Et j'ajouterais là, que dans le fond, sur le 460 000, c'est au total pour l'acquisition du camion, ses équipements, c'est 386 000 qui est estimé. C'est un projet de budget. Il va falloir aller en appel d'offres, bien sûr, pour avoir le prix final. Mais ce montant-là de 386 000 qui est estimé, c'est avant le pourcentage qui est prévu pour les imprévus, les taxes et les frais de financement. Alors, voilà pour l'explication. Ça me prendrait une personne qui donne avis de motion et qui adopte le projet de règlement. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Pierre Lépissy. Point 7, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 560-2026 qui modifie le 523-2025 visant à ajouter des lots dans le bassin des immeubles imposables. Alors, il s'agit de la phase 4.1 du projet Faubourg. Alors, considérant là, que lors de l'adoption du règlement d'emprunt 523-2025, il y a certains lots qui étaient projetés, donc 6 lots qui bénéficiaient là, des travaux décrétés, n'avaient pas été inclus dans le bassin de taxation de la phase 4.1. On vient les ajouter, ces 6 lots. Comme je vous l'avais expliqué quand on a donné l'avis de motion la séance passée, il y a eu dans le fond, il y a eu un prolongement du projet. Dans le fond, quand le projet a été réalisé sur le lieu, les infrastructures ont été prolongées pour permettre de desservir ces 6 terrains-là, ce qui n'aurait pas dû être fait. Donc là, on vient les inclure au bassin de taxation pour que, compte tenu que les travaux ont été faits, ils puissent être inclus et que les gens puissent payer au frontage de des infrastructures qui passent devant leur maison. Alors, c'est une correction de notre règlement d'emprunt. Ça en prendrait un proposeur. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde. Secondé par Daniel Ricard. Point 8, il s'agit de l'adoption du règlement 561-2026 pour décréter une dépense de 6 025 625 pour les travaux de construction d'infrastructures de rue, conduite éclairage pour la phase 4.4 du projet de développement Faubourg-Saint-Félix, qui inclut la construction d'un poste de pompage, travaux complémentaires à la construction du bassin de rétention. Et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billet du même montant. Alors, comme j'avais un peu expliqué, là, le règlement d'emprunt, en gros, c'est bien sûr selon l'estimé de notre firme d'ingénierie qui est au dossier, qui est la firme GBI, qui a estimé le coût du projet pour la phase 4.4. Donc, quand je parle d'infrastructure, donc les 3 étapes, souterraine, étape 2, étape 3, qui estime à 2,7 millions. Le bassin de rétention autour de 572 000, le poste de pompage 711 000, des frais d'excavation, de disposition de sol remblai autour de 111 000 et d'organisation de chantier pour 500 000. Bien sûr, à cela s'ajoutent des frais pour les imprévus, les honoraires professionnels, les taxes nettes et les frais de financement, donc qui arrivent avec une somme totale d'un estimé pour notre règlement d'emprunt de 6 025 625. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Pierre Lépissy. Point 9, il s'agit d'un appui au mouvement de grève le communautaire à bout, que vous avez peut-être vu. Comment? Oui, mais on vient quand même les appuyer. Je sais que la grève qui avait déclarée, elle est passée, mais compte tenu qu'on siège une fois par mois, il faut les appuyer le moment qu'on siège. Donc, on les appuie ce soir. Et dans le fond, c'est simplement là, un soutien. Le milieu communautaire indique qu'il souffre de sous-financement lié à leur mission et que cela a un impact, ça fragilise dans le fond les services qui sont offerts à la population. Donc, souvent, les organismes communautaires là, ils ont des montants pour leur mission. Ça peut être, c'est des montants qui sont quand même effectivement limités. Ils offrent beaucoup de services à notre population, surtout les organismes qui sont là en soutien aux gens les plus démunis. Et il y a aussi le fait qu'ils ont aussi beaucoup de subventions qui sont liées au projet. Puis ça fait en sorte que leur situation est précaire comme organisme.
Donc, on vient, par cette résolution, les appuyer dans leur mouvement de grève. Ça me prendra un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Le secondé. Secondé par Caroline Lorrain. Point 10, il s'agit de la création de postes et d'autorisation d'affichage. Alors, c'est pour la création d'un poste de commis en comptabilité permanent temps plein. Alors, actuellement, depuis plusieurs années, on a une ressource à 2,5 jours par semaine de poste de commis comptable. Il y a quelques temps, c'est un poste une personne qu'on engageait. Maintenant, on est à l'externe, on est avec une ressource externe depuis quelques mois là, pour cette tâche-là. Et il faut comprendre que depuis plusieurs années, il y a un surplus de tâches qui s'accumulent au service des finances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait donné 2,5 jours semaine. Le constat aujourd'hui, c'est que cette tâche-là n'est plus suffisante et on a un service des finances et à la taxation qui a des surplus assez importants de tâches. Donc, on viendrait créer là, un poste de temps plein pour venir donner du souffle aux gens qui y travaillent et permettre là, de pouvoir aussi atteindre les objectifs du service. Donc, je pense que ça c'est quand même simple. Il faut comprendre que dans la municipalité, tous les projets finissent par passer à un moment ou à un autre dans le service des finances. Et donc, vous savez tous que la municipalité est en croissance, il y a beaucoup de projets. Ça a un impact important sur le service à la clientèle qui doit se donner par le service des finances ou de la taxation, mais également sur l'ajout de tâches qu'il doit faire pour simplement travailler et faire en sorte que cette croissance-là soit mise de l'avant. Donc, voilà, suivant une recommandation du comité de ressources humaines, le conseil est invité à créer le poste et à autoriser l'affichage. Alors, si tout le monde est d'accord, ça me prendra un proposeur. Je touche ça dans la gorge. Proposé. Pierre, je vais t'appuyer. On va le proposer. Merci. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par Daniel Ricard. Point 11, il s'agit d'une autorisation de signature pour un contrat avec Agri-Services DMR. Alors, ça serait pour la vente d'une partie du lot 5 358 530 qui appartient à la municipalité. Alors, il y a quelques temps, Agri-Services, il y a quelques années même, Agri-Services est venu nous voir pour une première fois en nous demandant si c'était possible de faire l'acquisition de ce terrain-là parce qu'ils ont des enjeux de croissance. Il y a des projets, de ce que je comprends, sur d'autres projets et il est limité en termes d'espace, mais aussi des enjeux au niveau de la circulation des camions sur son terrain et d'aménagement de certains équipements. Alors, il est intéressé par l'acquisition d'une partie de ce lot-là. Nous, il faut comprendre que c'est le terrain là, qui est derrière notre site de dépôt d'injusés, mais qui est séparé par un fossé et qui est un peu en retrait. Excusez, je me suis fait peur moi-même. Ça a fait, j'ai fait le saut. Toi aussi, hein? Non? Alors, je me suis... ça m'a déconcertée. Alors, ce terrain-là, bref, n'est pas essentiel à la municipalité, même si on voudrait agrandir le site de Nain-Jusé, ne pourrait pas être utilisé parce que, bon, de la façon qu'il est situé. Et sinon, de le vendre à quelqu'un d'autre, c'est un terrain qui est enclavé parce qu'il faut passer par notre site de Nain-Jusé. Alors que pour DMR, ce serait vraiment utile dans son développement. Alors, on avait fait estimer le terrain et le propriétaire a fait une contre-offre au montant de 75 000 C'est un lot qui mesure 29 000 pieds carrés, 29 882 pieds carrés. Donc, on accepterait l'offre à 75 000 qui est proposée par le propriétaire. Bien sûr, dans ce contrat-là, tous les coûts liés de services professionnels pour faire l'arpentage, frais de notaire seraient à la charge de l'acheteur. Et il y aurait des clauses, comme dans tous nos contrats de vente, là, pour venir dire qu'il y a on est des premiers acheteurs si la personne souhaite revendre le terrain. Donc, c'est les clauses là, normatives que l'on met dans tous nos contrats de vente là, pour venir protéger la municipalité. Donc, voilà, ça me prendra un proposeur pour autoriser une autorisation de signature pour ce contrat. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Sophie Lajeunesse. Point 12, il s'agit de la résolution. Dans le fond, c'est un ajout à la résolution qui a été adoptée le 8 décembre 2025 pour la vente des lots 6 436 569, 6 436 570 et 6 436 571. C'est
pour permettre la directrice du service d'urbanisme, Mme Kim Leblanc, aussi de venir l'ajouter à la résolution parce qu'elle n'était pas autorisée à signer. Et dans le contexte actuel, dans le fond, la résolution, elle permettait au substitut de la direction générale par intérim de signer, qui est Marie, mais que Mme Levol qui quitte. Donc, on vient ajouter une personne pour pouvoir se donner plus de marge pour aller signer chez le notaire, parce qu'on est rendu à l'étape d'aller chez le notaire avec l'acheteur. Donc, ça serait seulement d'ajouter le nom de Mme Kim Leblanc, directrice du service d'urbanisme, comme autorisation de signature. Un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je second. Secondé par Pierre, la prochaine fois ce sera secondé par Pierre Lépicier. Alors, on serait rendu en sécurité publique. Je passerai la parole à Patrice Ayotte pour le point 13. Autorisation de signature pour une entente avec la centrale des appels d'urgence de Chaudière-Appalaches, le COCAC. C'est pour le survie mobile, qui va être de 2400 par année pour la première année, et le survie véhiculaire, 2400 par année pour la première année. Ça va être un contrat de 5 ans avec une indexation de 3% par année. Là-dessus, on a eu, les prix sont moins bas, on a eu des rabais, vu qu'ils utilisent notre fréquence, notre antenne des fois, qu'on a eu un rabais de 710 $. Après ça, ils nous ont fait un rabais sur le survie mobile de 948 $. Et survie véhiculaire, ils nous ont enlevé 1766 $. On a sauvé 3424 à cause qu'ils servent de notre antenne. Puis avant, c'était gratuit, parce qu'avant le 911, il couvrait ces frais-là, mais à cette heure, il n'y avait pas le droit entre les frais de 911 pour couvrir ça. Là, ils sont fait pogner. Tout le monde on paye à cette heure. Nous, on était déjà, ça fait 2 ans, nous, on était déjà à contrat que les autres municipalités autour ils payent plus cher. Nous, on est rabais à cause de notre antenne, que j'en fais la proposition de signature. Parfait. Alors, proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Secondé par Luc Bouchard. Point 14, Patrice. Inscription au congrès 2026 de l'Association des gestionnaires en sécurité d'incendie et civils du Québec. Il va y avoir M. Pierre Baudin et Martin Provost qui vont y aller. Du 23 au 26 mai, c'est 2 fois 885 $ plus taxes que j'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Point 15, Patrice. Octroi de contrat pour l'affaiblissement préventif sur la rivière L'Assomption, secteur de la Pointe de Roméo et du domaine de Gagnon, au montant de 22 050 $ à Hydro-Météo. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je second. Secondé par Ça, c'est pour faire les trous qui font sur la glace. C'est déjà fait. Ouais, ça. Mais dans le fond, je vais y aller. Dans le fond, Ça fait en deux. C'est parce que Patrice n'a pas donné beaucoup d'informations, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, que c'est un entériné, parce que le contrat a déjà été donné par la Direction générale par intérim. Il est dans sa délégation de dépenses. C'est simplement qu'il fallait venir préciser. On en profite pour venir confirmer le contrat qui a été octroyé, mais c'est une formalité qui a déjà été donné à l'interne puis qui était déjà prévu au budget. Où est-ce qu'on ajoute des points, c'est qu'il faut venir préciser qu'on facture la municipalité de Sainte-Mélanie parce qu'on a chacun une rive dans la portion où ils font les affaiblissements préventifs. On a chacun une rive, un côté Saint-Félix, un côté Sainte-Mélanie. Eux, ils payent, dans le fond, qu'on facture 50% de notre facture à Sainte-Mélanie et on vient appliquer la subvention qu'on a du ministère de la Sécurité publique sur ce montant-là. Donc, finalement, ça ne coûte pas 22 050 à la municipalité. C'est beaucoup moins que cela. Mais c'est surtout pour venir autoriser à facturer la municipalité voisine. Puis eux, ils donnent aussi un contrat pour leur côté, puis ils viennent nous facturer. Donc, ça s'équivaut, mais c'est la façon qu'on a trouvé pour partager le coût de ce contrat-là. Alors, juste une petite précision qui dans le lot ici. Alors, c'était proposé par Patrick. J'avais-tu mon secondaire? Oui, merci. Alors, on est rendu en voirie, point 16, Pierre. Bon, en voirie, on revient sur les travaux sur la rue municipale. C'est que la municipalité veut demander au ministère des Transports d'asphalter à partir de la SQDC, aller jusqu'au armoire. C'est sûr que les délais, là,
on voyait ça, ça retarde tout le temps. Moi, je pense qu'on pourrait avoir la misère à faire ça en 2027. Mais ça serait 2028, cette phase-là. Oui, en 2028, mais si on retarde en 2027, en 2028, quand est-ce qu'on va le faire? Là, c'est pas acceptable comme village. Donc, on va lui demander qu'il fasse une couche, comme ils ont fait il y a à peu près 2 ans, la partie d'Arnois aller jusqu'à Amiens. Ça a fait une belle job, c'est pas 100%, mais c'est beaucoup, beaucoup amélioré. Fait qu'on va lui demander ce secteur-là, puis en même temps, à l'entrée du village, en longeant le chemin rang de la rivière, aller jusqu'au chemin de fer. Les travaux ne sont pas prévus en phase 1 pour les aqueducs et les égouts. Donc, on va demander d'asphalter ce bout-là aussi, en même temps que la phase d'en haut. On va le demander. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis, il y avait ces là. Puis, l'autre demande qu'on va faire sur l'asphaltage, on va partir de la SQDC, on va s'en aller jusqu'au chemin de fer. On ne demande pas de faire de l'asphalte neuve, on demande de faire des patchs raisonnables. Pas fonder une moton d'asphalte d'habitude, là, mais faire quelque chose qui est acceptable. Pour encore, parce qu'on a peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Fait que c'est long un peu. Que ça va être notre demande. Moi, je vais en faire la proposition. Alors, il faut comprendre que c'est vraiment juste, je veux vraiment comprendre que c'est vraiment en attendant. On a un projet, c'est juste que là, les délais sont tellement longs que on a à peine à avoir des chantiers pour la phase 1. Donc, au moins pour la phase 2, puis est-ce qu'on peut avoir quelque chose en attendant? C'est ça. Fait que proposé par Pierre L'Épicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. Point 17, Pierre. OK. À 17, c'est une autre demande au ministère des Transports. C'est pour la réflexion de l'année principale. En fait, c'est pour demander la partie du chemin de fer aller jusqu'à l'intersection de la rivière pour les travaux d'aqueduc et d'égout, qui pourraient être faits en même temps que la phase 3 ou 2, mais il n'y aura pas de problème. En phase, ce sera entre 28 et 29, peut-être 30, mais ça sera surtout si asphaltait cette partie-là prochainement, bien, ça sera bien acceptable. Donc, j'en fais la proposition de demander cette section-là au ministère des Transports. Parfait, donc proposé par Pierre L'Épicier, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 19, Pierre? À point 19, 18, pardon. 18, je suis Vous m'avez réduit l'erreur. À 18, c'est encore une belle demande au ministère des Transports. C'est pour, en fait, de réaménager l'entrée du chemin Saint-Gabriel. D'abord, l'entrée n'est pas carrée avec le rue principal. Les camions ont de la difficulté à rentrer là. Puis, je sais que Mme la mairesse avait discuté avec les gens du ministère, et on s'est fait nous une demande. On va l'étudier. Mais ces demandes-là, ça peut prendre peut-être 6, 7, 15 On ans. dit 7 à 10 ans, peut-être 7 à 10 ans, peut-être OK. jamais. La demande, ça va bien, c'est la réponse. C'est ça. La demande? Oui, puis les travaux. Fait que, en tout cas, on va le demander pareil. Donc, j'en fais la proposition. Dans le fond, juste pour expliquer un peu, quand on a rencontré, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu un nouveau directeur à la direction régionale depuis quelques mois, puis je l'ai invité à venir marcher sur notre rue principale pour qu'il voit l'urgence. Et pendant qu'on parlait, on nommait, compte tenu que le projet, est pas, même pour la phase 1, est encore à l'étape 1 des travaux, nous, on se disait, il est peut-être encore temps de rajouter des choses. Mais là, on a eu comme réponse que si on rajoutait un 165 mètres, là, dans le fond, le point 17, le 165 mètres dans la phase 1, c'est juste ça pourrait générer des délais de 2 ans supplémentaires parce que là, il y a le chemin de fer, puis là, là c'est complexe parce que ça pourrait prendre 2 ans de plus facilement, puis oublie ça pour signer le protocole d'entente cette année. Donc, on pouvait se retarder de plusieurs années pour cette demande-là. Quand on a parlé de l'intersection, ils nous ont dit oubliez ça, si vous voulez qu'on analyse ça et qu'on le fasse dans la phase 1, ça va retarder le projet d'environ 5 ans. Donc, on a dit, OK, c'est beau, oubliez cette demande-là, mais comment on peut vous la demander? Donc, là, ils nous ont dit, faites-nous une demande, puis on va étudier la demande et on verra si on fait un projet après la réfection de la rue principale dans un avenir à moyen terme.
Donc, je trouvais ça important de mettre le contexte parce que c'est vraiment, initialement, on voulait voir si c'était possible de le rajouter dans nos phases qu'on planifie en ce moment depuis plusieurs années, mais ils nous ont dit que ça retarderait vraiment trop le projet. Donc, on ne voulait pas le retarder davantage. Alors, proposé par Pierre Lepsy, tu n'avais pas de secondaire encore. Très bon. Secondé par Sophie La Jeunesse. Merci Pierre, on est rendu au point 19. OK. J'avais oublié celui-là. OK, point 19, c'est création d'un poste et nomination d'un directeur ou directrice adjointe des travaux publics par intérim. En fait, on va nommer M. Antoine Poirier. Il va être temporaire jusqu'au 17 janvier 2027. En fait, ça va être sa période de probation. Puis, lui, il est contre-travail présentement, il va se transférer à ce poste-là. On va l'engager, on a affiché un poste de contre-travail. Puis, la situation devrait bien aller. On a quand même, le jeune a quand même un jeune homme de 25-26 ans. Il a de l'expérience à la municipalité depuis 4-5 ans, je ne me souviens pas juste. Donc, on s'en va de même. Donc, je fais la proposition pour le poste et la nomination. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Point 20, Pierre. OK. À point 20, c'est un octroi d'un contrat de auscultation de la chaussée au groupe Friedel, au montant de Trifil. Trifil. Je ne vois pas bien à soir. Oui. Mais t'as pas tes lunettes. Non, mais on n'a pas besoin de star, mais là, c'est pas. Ça a l'air qu'il n'y en a plus besoin. Excusez-nous. On va regarder ça un peu sérieux. Là. Vas-y, Pierre. Au montant de 13 348. En fait, ça va être pris dans le budget. C'est d'engager une firme qui va venir nous un peu donner les expertises des chemins. Les fissures, bon, tout un peu dans la grandeur du territoire de la municipalité. Donc, je propose qu'on donne le contrat à cette firme-là. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Sophie La Jeunesse. Point 21, Pierre. C'est encore un octroi de contrat. C'est pour la gestion des outils, des actifs de la municipalité. Ça va être un peu compliqué. C'est un peu d'informatique, puis je ne suis pas bien calé là-dedans. Vas-y comme tu peux. Mais on a discuté avec notre ingénieur, puis ils vont venir faire des études sur le système d'écoduc, les égouts. Et ensuite, il y a plusieurs égouts, puis l'autre, c'est de faire des opérations. Oui, c'est ça. C'est pour le programme de Gestion des actifs. des actifs. En fait, il faut faire une étude à tous les 7-8 ans pour vérifier les réseaux d'aqueduc, les égouts, par priorité. Ceux qui sont plus endommagés ou moins, là. Ça va être une étude qui va nous faire, puis on va mettre un plan d'action là-dessus pour voir c'est quels qui sont en premier, puis en tout cas. Si on ne fait pas cette étude-là, le gouvernement ne nous autorisera pas de subvention. Il faut avoir un plan détaillé et précis. Donc, ils veulent savoir où est-ce qu'ils mettent l'argent, si c'est mis à la bonne place ou pas. Donc, on va faire l'étude. Pour payer cette étude-là, c'est un montant de 18 000 $. On est surplus. On va prendre un surplus d'aqueduc Ah oui. et d'égout. Puis pour l'autre 6 000, il va être pris dans le budget de la voirie. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Une seconde, Luc. Secondé par Luc Charles. Point 22, Pierre. Encore un dossier un peu plus. Dans le fond, c'est que les 3 points, ils se parlent. C'est ça. C'est tout ensemble. Encore un contrat, octroi d'un contrat, c'est l'élaboration du premier plan de gestion des actifs en eau et en mise à jour du plan d'intervention. C'est Maximum Gestion, c'est un montant de 20 790 $. Le montant va être pris encore dans le surplus d'aqueduc et le surplus d'égout. C'est un logiciel qui va venir
pourrais pas tout vous donner les détails. Là. Mais non. Je vous laisser Mme la mairesse, elle est plus jeune que C'est moi, plus jeune, ouais. elle a plus d'expérience en Dans informatique. le fond, c'est quand même. Dans le fond, les 3 points se parlent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, on doit faire un plan de gestion des actifs en eau. C'est un PGAO, c'est une obligation gouvernementale pour avoir accès à des subventions. On a déjà fait par le passé, dans le fond, il y a 1 an, on a fait la démarche de gestion des actifs qui nous permettait d'avoir accès au surplus de subventions, qui va chercher jusqu'à 10 ou 20 de plus. Et on a jusqu'en 2027 pour faire le plan de gestion des actifs en eau, c'est une obligation. Sinon, on n'a plus accès aux subventions du Primo, puis on a des projets. Je vous dis, là, justement, là, le projet là, de Connexion. de bouclage, c'est un projet qu'on veut déposer au Primo. Il y a même le projet principal de l'Aqueduc Égout, c'est des projets qui pourront se faire. Sur notre station d'égout, la deuxième phase de l'étude pour le UV, c'est toutes des choses qui peuvent être admissibles au Primo. Puis si on n'a pas ce plan de gestion des actifs-là, on ne sera pas admissible à une subvention qui est quand même intéressante pour la municipalité. Donc on doit le faire. Et en parallèle, dans le fond, Maxum, qui est une firme de gestion d'actifs, c'est une firme d'ingénierie en gestion d'actifs, il viendrait faire notre plan d'intervention pour les infrastructures en eau et en égout. Le plan d'intervention, c'est effectivement de venir déterminer les priorités de chaque infrastructure en termes d'investissement à faire. Donc, on vient noter, la firme d'ingénierie vient noter chaque infrastructure avec une cote de qualité, là, mais souvent c'est comme de A à E, là, puis c'est ce qui vient après déterminer dans certaines de nos subventions comme la TECQ, on a besoin d'un plan d'intervention pour venir prioriser nos travaux. Donc, pour avoir accès à une subvention comme la TEC va venir dire, vous devez faire vos projets, par exemple, qui sont priorité 1 en infrastructure en eau, en infrastructure d'égout en premier. C'est vraiment important d'avoir ce plan d'intervention-là et le plan de gestion des actifs. Le point 20 que Pierre a parlé, la sculptation de la chaussée, c'est justement les données qui vont être nécessaires pour le plan d'intervention aussi, parce que le plan, il y a une partie qui est pour l'aqueduc égout, mais il y a une autre partie, c'est même dans le même plan, c'est aussi, on va aussi faire les données pour tout le réseau de voiries, ponceaux, etc. Actuellement, notre dernier plan a été fait il y a 8 ans, c'était Baudouin-Rennes qui l'avait fait. Il est dû être fait qu'on en profite, compte tenu qu'on va être dans l'obligation du plan de gestion des actifs en eau. On vient tout refaire notre plan d'intervention pour l'ensemble de notre réseau. C'est pour ça que le point 20, 21 puis 22, c'est tout dans le même projet. C'est avec Maxum qu'on va travailler. Puis le point 21 dont Pierre parlait, c'est vraiment l'outil, dans le fond, qui est comme le logiciel de gestion des actifs qui va nous permettre d'avoir les données en temps réel, qui va être interactif, contrairement au plan d'intervention qu'on avait. Le premier qu'on a, qui date de 8 ans, c'était vraiment un plan qui était figé. C'était un tableau. Donc là, on va avoir quelque chose qui va pouvoir être évolutif. On va pouvoir nourrir avec l'information si on fait des interventions. En complément, Bon, moi, tu as bien expliqué la table, je n'en mettrai pas d'autres. Allez proposer. T'es prête? Donc, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Ayotte, Secondé par Patrice Ayotte. Merci Pierre. On est rendu en urbanisme et en environnement. Point 23, Daniel. Oui, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 550-2026 qui modifie le règlement numéro 520-2025. Il s'agit d'un règlement sur les projets particuliers de construction, modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-moi. C'était pour faire modifier les frais exigibles. Donc, la tarification passerait de 900 $ à 1 200 $. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline. Point 24, Daniel. Adoption du règlement 551-2026, modifiant le règlement 518-2025. Il s'agit du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y ajouter des frais exigibles. Donc, on l'a déjà présenté lors d'une séance précédente. Ça concerne les PIA et les frais seraient fixés à 50 $. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Bouchard. Point 25, Daniel. Adoption du règlement numéro 552-2026, modifiant le règlement 519-2025, règlement sur les usages conditionnels, afin d'y ajouter des frais exigibles. Donc, les frais seraient fixés à 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par?
C'est bon. Secondé par Pierre Lépicier. Point 26, Daniel. Adoption du règlement numéro 553-2026, modifiant le règlement 521-2025. C'est le règlement sur les dérogations mineures, afin aussi de modifier les frais exigibles. Les frais passeraient de 400 $ à 500 $. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. C'est ça, il y a 2 secondes. Secondé par Caroline Lorrain. Point 27, Daniel. Il s'agit de l'adoption du deuxième projet de règlement, numéro 554-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. Il s'agit du règlement sur le zonage afin de modifier les normes relatives à la superficie des garages détachés des habitations multifamiliales, d'ajuster le nombre de portes de garage autorisées pour un garage détaché. Donc, c'est ici, juste un rappel, là, on passait à l'autoriser 3 portes de garage pour un garage détaché en arrière-cour. Et finalement, pour la zone M12, autoriser l'usage C402, restauration. Donc, on l'a déjà présenté dans une séance précédente. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel. Adoption. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Juste avant. Secondé par Sophie La Jeunesse. Point 28, Daniel. Adoption du règlement numéro 555-2026, modifiant le règlement numéro 513-2025, constituant le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, afin de modifier une affectation au sol à l'intérieur du périmètre urbain. Je le rappelle, on l'a déjà présenté, mais il s'agissait de régulariser une situation là, sur la rue principale entre la rue d'Autré et la clinique de physiothérapie jusqu'au chemin Barrette. Donc, par le point suivant, là, vous allez comprendre qu'on veut ajouter là, une zone mixte pour permettre le commerce à cet endroit-là, donc sur la rue principale. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 29, Daniel. C'est la suite logique du point précédent, donc l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 556-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. C'est le règlement sur le zonage en vue de la création de zones dominantes mixtes le long de la rue principale par la reconfiguration des zones H57 à H60 afin de permettre les usages commerciaux. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Une seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 30, Daniel. Adoption du règlement numéro 557-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. Il s'agit du règlement sur les zonages afin de modifier les dispositions relatives à la conservation, la plantation et au reboisement des arbres. Ce point a été présenté lors de la dernière séance. Il s'agissait de mettre l'emphase sur la conservation arbustive lors de nouveaux développements. Puis lorsque impossible, il faut que ça soit appuyé par un avis professionnel, soit une firme d'ingénierie forestier. Puis le règlement vient aussi encadrer la condition de plantation reboisement qui serait une forme de compensation pour combler les pertes. Donc, je fais la proposition d'adopter le règlement. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Point 31, Daniel. Un PIIA 2026-013 au 2381 Place des Jardins. C'est dans le domaine des Vallons. Le lot 6 436 539. La demande visant la construction d'un bâtiment principal. Donc, dans cette zone-là, il faut qu'il passe par le PIA pour faire, des nouveaux bâtiments. Les critères étaient tous respectés. Le CCU a analysé la demande. Les membres étaient favorables et recommandent au Conseil d'autoriser la demande. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 32, Daniel. Un autre PIIA 2026-014 au 60 chemin Saint-Gabriel. Le lot 5 360 259.
Il s'agit du bâtiment situé au coin du chemin Saint-Gabriel de la rue principale. Donc, la demande vise diverses rénovations extérieures, dont la démolition de l'entrée vers le sous-sol qui est situé sur le chemin Saint-Gabriel. Le CCU a analysé la demande, les membres étaient favorables et recommandent au Conseil d'autoriser la demande. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. Point 33, Daniel. Un PIA 2026-021 au 52-20 rue principale, le lot 5 359 984. La demande visait le remplacement des fenêtres sur le bâtiment. Le CCU a analysé la demande, les membres étaient favorables et il recommande au Conseil d'autoriser la demande. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Norrie. Point 34, Daniel. Il s'agit d'une dérogation mineure 2026-007 sur la rue Reine-la-Fortune. Le lot 6 310 495. La demande visait la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. Le terrain situé au coin de la rue Reine-la-Fortune et Lionel. Le CCU a analysé la demande. Les membres étaient défavorables et recommandaient au Conseil de ne pas faire droit à la demande. La raison du refus, on parlait ici de la construction du bâtiment principal inférieur à la norme est de 10 mètres et la construction était à 8,46 mètres. Par contre, les balcons empiétaient davantage là, sur la voie. Par contre, après discussion en conseil, considérant, c'est ça que vous attendiez, C'est tout le livre. par contre, après discussion en conseil, considérant l'emplacement, la configuration particulière du terrain concerné, le conseil est plutôt favorable à la demande telle que déposée, donc j'en fais la proposition d'acquiescer à la demande de dérogation mineure. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépi. Point 35, Daniel. Une autre dérogation mineure, 2026-012, avenue du Cassel et lieu 5 658 221 et 5 658 222. La demande visait la construction d'une habitation unifamiliale d'une hauteur plus élevée que la norme. La norme est de 10 mètres et le bâtiment tel que proposé mesurait 11,10 mètres. Le CCU a analysé la demande. Les membres étaient favorables et recommandent au Conseil d'autoriser la demande et demandent même au Conseil de peut-être revoir le règlement sur la hauteur puisque on arrive finalement à plusieurs dérogations mineures du même type. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 36, Daniel. Une dérogation mineure 2026-020 sur la rue Bonin, le lot 5 658 829. La demande visait la construction d'un garage détaché en cours avant. Le CCU a analysé la demande avec rigueur. Il considère qu'il y a plusieurs contraintes d'implantation par le demandeur. Et puis, les membres étaient plutôt favorables à la demande et ils recommandent au Conseil d'autoriser, donc d'y aller favorablement à la demande de dérogation. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. Point 37, Daniel. Demande de modification réglementaire 2026-015 pour le 40-24 rue principale, les lots 5 360 268 et 6 698 208. La demande de modification réglementaire a été déposée afin de permettre l'habitation multifamiliale isolée de plus haute densité dans la zone H13. La zone H13, ça, c'est situé à côté du chemin de fer dans le bas du village, donc entre le chemin de fer et le secteur du chemin Saint-Gabriel. Le CCU a analysé la demande. Les membres étaient plutôt défavorables, étaient défavorables, et recommandent au Conseil de ne pas faire droit à la demande. Les refus sont en raison
du fait que le terrain plus grand se trouve en arrière-cour des lots situés sur le chemin Saint-Gabriel. Le choix d'augmenter le nombre de logements à 6 logements dans toute la zone H13 n'est pas le choix de la municipalité lors de la refonte. Donc, j'en fais la proposition d'y aller avec le refus de la modification réglementaire. Parfait. Donc, proposé par Daniel Ricard, secondé par? 2 secondes. Secondé par Caroline Lorrain. Point 38, Daniel. Une autre demande de modification réglementaire 2026-019 pour le 120-126 rue Sainte-Marguerite pour le lot 5 360 097. La demande de modification réglementaire a été déposée afin de permettre l'usage commercial, commerce de services professionnels, personnel dans la zone H41 pour le 120-126 rue Sainte-Marguerite. Le CCU a analysé la demande. Les membres étaient plutôt défavorables et recommandent au Conseil de ne pas faire droit à la demande. Les refus étaient en raison qu'on briserait l'uniformité du secteur. Il faut savoir que la zone H41 est quand même un assez grand secteur qui inclut le chemin, la rue Crépeau, entre autres. L'ajout de cet usage dans toute la zone n'est pas vraiment souhaitable puisqu'il s'agit de plusieurs endroits de la municipalité. Et puis cet usage est déjà permis à d'autres endroits. Mais par contre, le Conseil voit le projet comme étant intéressant. Le demandeur sera invité à retravailler le projet avec notre service d'urbanisme pour trouver des solutions. Donc, je fais la proposition du refus de la demande telle que déposée. Donc, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je secondé. Secondé par Louis Duchamp. Point 39, Daniel. Point 39, c'est demande de modification réglementaire 2026-022 pour le 500 rue Annette, le lot 5 360 491 et 5 359 829. Bon, l'objectif de la demande était, la propriété est actuellement située sur la zone H36, où les règlements en vigueur autorisent seulement l'habitation unifamiliale. Le demandeur propose des différentes modifications, d'intégrer ces deux lots à la zone H29, d'augmenter le nombre de logements permis de 4 à 6 logements dans la zone H29, de réduire la marge de recul avant de 10 mètres à 7,5 mètres. Et selon les informations soumises, le demandeur souhaite implanter 2 immeubles de 6 logements sur ces lots qui seront subdivisés pour faire face à la rue Michel. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil de refuser celle-ci afin de respecter la vocation résidentielle du secteur. De plus, on a reçu une pétition, l'ensemble du Conseil, en début mars, qui contenait 22 signatures de résidents alentour de ce secteur-là. Donc, il n'y a visiblement pas d'acceptation sociale de cette modification-là. Donc, je propose de ne pas faire droit à la demande de modification réglementaire. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Merci Daniel, tu vas pouvoir prendre une pause de 2 points. Alors, je vais aller à Caroline Lorrain pour le point 40. Il n'est pas payé à l'ITEM. Hein? Il n'est pas payé à l'ITEM. S'il est payé à l'ITEM, non. Alors, il s'agit d'une autorisation pour un affichage de postes pour la brigade bleue et verte. C'est des postes temporaires étudiants pour l'été, des salaires de 20 à 21 $. Parfait. Alors, proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Merci Caroline. On est rendu au point 41. Retour à toi, Daniel. Oui. Il s'agit de la table de concertation agricole qui sera mise sur pied. C'est la nomination des membres citoyens. Donc, on a 4 personnes qu'on va nommer. M. Michel Saint-Georges, M. Jean-François Tessier, M. Mathieu Roberge et M. Stéphane Pilote. Tous les 4 habitent Saint-Félix. C'est un critère de sélection. Et puis, le mandat sera de 2 ans. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je secondé. Secondé par Luc Duchamp. Point 42, Daniel. Il s'agit d'une autorisation pour faire une demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Matawini. La démarche est pour régulariser la situation de l'entreprise Pelle Internationale.
La demande va viser d'autoriser les usages para-industriels et industriels légers dans l'affectation agricole viable où est située présentement l'entreprise. Donc, on essaie de soutenir la démarche. Donc, on va peut-être trouver une voie pour aider l'entreprise. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? D'accord. Secondé par Pierre Lépicier. Merci Daniel. On est rendu en communication. Point 43, Caroline. Il s'agit d'une autorisation de signature pour une entente avec les éditions Média Plus Communication pour les panneaux cartographiques qui vont être à changer en 2028, 2030 puis 2032. Donc, c'est comme une entente sur 6 ans. Puis, dans le fond, ça n'occasionne pas de frais pour la municipalité, mais eux, ils font la recherche publicitaire, puis ils s'occupent de produire les panneaux. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Ducharme. Point 44, Caroline. Donc, le point 44, c'est sensiblement la même chose, mais c'est pour le guide du citoyen qui, lui, va être produit en 2027, 29 et 31. Puis encore une fois, l'entreprise s'occupe de tout le graphisme, en fait. Il s'occupe de produire le guide, puis d'aller chercher les commanditaires pour ça. Alors, proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Merci, Caroline. On est rendu en loisirs, culture et vie communautaire. Point 45, Daniel. Il s'agit de la lettre d'entente pour l'utilisation de nos terrains par l'Association de soccer de Saint-Félix. Donc, on a le terrain situé au centre Pierre Dalcourt et le terrain au parc Alphonse Robillard. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 46, Daniel. Il s'agit du protocole d'entente d'utilisation des locaux, terrains et équipements pour le centre, du centre de service scolaire des Samars. Donc, c'est une autorisation de signature pour l'utilisation des terrains extérieurs de l'école secondaire de l'Érablière de mai à octobre. À savoir qu'on est responsable là, de l'entretien de ces terrains-là dans l'entente. Par contre, on a demandé à l'Association de soccer d'aller vérifier, puisqu'on offre un service régional. Plusieurs jeunes de l'Association de soccer proviennent des municipalités voisines. Donc, on a demandé à l'association d'aller voir peut-être nos voisins pour en assumer une partie des coûts. Donc, c'est une démarche qui est en cours. Donc, pour le protocole d'entente avec le centre de service, là, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 47, Daniel. Il s'agit d'une embauche pour le personnel. Ici, en fait, je ne sais pas, on va-tu modifier le point? Dans le fond, c'est nos 2 coordonnateurs adjoints, donc le personnel d'animation, d'accompagnement du camp de jour estival, ça sera prochainement. Mais ici, on embauche les 2 coordonnateurs adjoints, M. Derek Beaupied-Prescott et M. Jacob Audet. Ils auront un mandat de 40 heures semaine, incluant la préparation pour le pré-camp. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Alors, on est rendu, merci Daniel, on est rendu à la 2e période de questions. Alors, si vous avez des questions sur les points, des points de clarification sur les points de l'ordre du jour. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Le point 12, il me concerne. Je voudrais juste peut-être modifier les délais. Parce que dans le fond, c'est une demande qu'on a faite au mois de décembre. On a échangé beaucoup avec l'urbanisme. On n'a jamais été en mesure d'avoir une réponse pour pouvoir faire des démarches. On a quelques vérifications à faire avant d'acheter les terrains. Puis surtout qu'il y a une clause dans la bande du terrain qu'on doit commencer 18 mois après l'achat des terrains, la construction. Puis il y a plusieurs terrains qu'on a autour. Là. Puis c'est un enjeu quand même assez important. Fait que j'aimerais que le délai soit modifié là, pour qu'on puisse faire les expertises. Dans le fond, j'ai demandé à Kim, aujourd'hui, on est lundi, de vous contacter pour qu'on fasse une petite rencontre sur ce dossier-là là, pour vraiment prévoir les prochaines étapes. Puis j'ai reçu le courriel, là, je pense, vendredi dernier de Mme Oui, exactement. Mme Proulx. Elle a accouché, pas là. Ah, elle a accouché, bon, vous pourrez lui dire, félicitations. on est là. Donc, bien heureuse, j'espère que sa santé va bien, celle du petit aussi. Mais on voulait faire une rencontre, donc je comprends qu'à ce moment-là, ça sera avec vous. J'aurais aimé ça pouvoir vous rencontrer cette semaine pour qu'on puisse parler de ce que vous nous soulevez ce soir.
Pas de problème, merci. L'autre point, j'étais avec M. Bois, qui est ma demande que j'ai faite là, pour le changement de zonage pour le point 37. Oui. Dans le fond, j'avais aussi soumis une demande au CCU, je ne sais pas si elle a été aussi reçue, c'était pour des maisons de ville également. Le point que vous soulevez en disant qu'un des points que M. Ricard a mentionné, c'est qu'il était loin de la rue. Mais justement, nous, c'est l'enjeu qu'on avait, qu'on trouvait ça intéressant, c'est vu que c'est loin de la rue, c'est un projet qui peut être plus intime et qui peut être moins intrusif pour le voisinage. Puis surtout, nous, ce qu'on voulait, c'est garder la densité quand même à 2 étages. Et je comprends que le 6 peut paraître gros, mais vu que c'est des bâtiments qui vont être vraiment distincts des autres terrains qui sont à l'avant, on trouvait ça intéressant qu'on puisse avoir une densité qui soit de 6 sur plusieurs bâtiments, mais vraiment éloigné de la rue, justement, pour pas que ça soit... Ça a été tenu en compte dans l'analyse. Okay. Et le CCU a analysé les 2 aspects du projet que vous avez soumis et ne recommandait pas, et le CCU est après analyse par le Conseil également. Compte tenu de ce que M. Ricard a dit, je comprends ce que vous dites, mais c'est quand même un milieu qui est rural en ce moment. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment revoir peut-être la nature de votre projet pour qu'il y ait moins d'impact sur le voisinage qui est à l'avant. Je suis là pour ça, un petit peu d'abord de vos recommandations, parce qu'on essaie d'échanger. Je sais que vous êtes tout le monde occupé, là, puis c'est pas toujours facile d'avoir l'heure juste de qu'est-ce que vous voulez pas. Fait que c'est un petit peu pour ça que je suis ici ce soir. Est-ce que vous avez vu la maison qui est le 40-24? C'est quand même une maison qui a besoin d'amour, là, est en mauvais état. Puis c'est pour ça que le propriétaire aussi était prêt à faire un bout de chemin parce qu'il essaie de vendre, mais malheureusement, c'est une maison qui... Tu sais, c'est un terrain de 90 000 pieds carrés. Fait que c'est sûr que mettre un duplex là-dessus... Parce qu'en ce moment, ça, c'est le terrain qui avait le projet de duplex. Oui, mais en arrière, en fait, moi, je vais construire un duplex en avant, ça, il n'y a pas de problème. Mais en arrière, M. Bois, lui, a un terrain de 75 000 pieds carrés. Mais, tu sais, dans le fond, ce soir, on ne va pas... Voilà, je sais, mais c'est juste de voir, tu me diras pas le projet. On va faire un dialogue avec vous là, pour voir qu'est-ce qui est possible. Mais c'est vraiment, tu sais, ce qu'on vous invitait, il y a des enjeux, je pense, dans le milieu. Tu sais, vous avez entendu M. Ricard, le CCU en ce moment n'est pas favorable, en tout cas, faisait une recommandation défavorable. Le Conseil est plutôt à la même place par rapport à ce type de projet-là dans le secteur. Peut-être que s'il était présenté différemment, avec un plus gros projet, si vous faisiez l'acquisition de d'autres terrains qui auraient moins d'impact. Mais tu sais, là, je lance seulement des pistes, là, mais je ne suis pas ici comme pour faire un dialogue, comme je disais. Je veux juste simplement répondre à votre question. Puis si on veut, on pourra s'en parler à notre rencontre, M. Condora, que le service d'urbanisme convoque. L'objectif, ça serait peut-être de revoir le projet, mais aussi, il y avait toute la question de prendre le bon outil urbanistique avec le projet que vous déposez, parce qu'il y avait aussi cet enjeu-là qui n'a pas été nommé, mais pour nous, il y avait des questionnements par rapport à ça qui ne fonctionnaient pas dans le projet que vous souhaitiez faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un dialogue qui doit être ouvert. Puis à la fin, peut-être que, je ne sais pas de garantie que ce soit accepté, mais il y a peut-être des possibilités de changer de projet pour qu'il y ait plus de chances que ce soit. Vous me parlez de quel outil qui serait... Ben, on pourra s'en parler. Non, parce que... non, mais je connais l'autre outil, mais il n'est pas autorisé dans la zone. C'est pour ça que c'est le seul outil qui était disponible, c'est la demande de changement de tournage. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand même, même si ce n'est pas autorisé, par exemple, dans une zone, c'est possible de faire des modifications pour mieux autoriser des projets. Donc, c'est des possibilités qu'on peut envisager. OK, parfait. Je pense que ça sera intéressant de s'en parler lors de notre rencontre. Pas de problème, je laisse M. Ringuel au milieu. Quoi? Le point 6. Quand je regarde le budget, on parlait de 250 000. Le budget a été fait il y a 3 mois. Qu'est-ce qui justifie un changement d'approche? Est-ce qu'il y a un gain de productivité d'acquérir ce type de camion? Dans le fond, c'est que ce qui avait été mis, c'était un estimé, puis on avait envisagé de regarder pour du usager. Oui. Finalement, ça a été éliminé, cette option, compte tenu de ce qu'on retrouve sur le marché, des problématiques qu'on peut avoir en allant chercher un camion usager. Donc finalement, en discutant avec suivant l'adoption du PTI, on a continué à discuter avec notre direction des services des travaux publics, le comité des travaux publics. On a eu quand même plusieurs rencontres pour parler de ce point-là. Et finalement, on a décidé d'aller vers l'acquisition de camions neufs et de ne pas aller vers du usagé. Ce qui avait été mis au budget, c'était plutôt, dans le PT, c'était plutôt si on allait vers une option usagée avec tous les équipements. C'est pas vraiment, ça ne reflète pas vraiment les besoins finalement. Donc, on a décidé de changer l'orientation et d'aller vers un camion neuf. Donc, c'est neuf. Ça serait neuf, oui, tout à fait. On va aller en appel d'offres. Dans le fond, dès que le règlement d'emprunt sera en vigueur, on va pouvoir aller en appel d'offres. Le point 8.
moi, c'est jamais terminé, là. Le bassin de rétention. Si on regarde sous le projet du Faubourg, là, il y a eu le premier projet où il y a un bassin de rétention qui est comme un écoulement naturel. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de système, c'est l'écoulement naturel. Là. Ça, c'est pour l'égout Le sanitaire. pluvial, là. Dans le fond, pour l'égout sanitaire. Sanitaire pluvial. Non, c'est différent. Le bassin de rétention, c'est vraiment pour le système pluvial. Oui, mais c'est ça. Le Faubourg, là, la première étape, où il y a la piste cyclable, là, il y a un bassin de rétention qui est là, qui fonctionne avec des petits bassins. Puis là, c'est l'eau naturelle, ça suit le petit ruisseau, puis ça s'en va. Tandis que là, lorsqu'on parle du nouveau bassin de rétention, bien là, c'est un lac. Si vous allez le voir, là, c'est un lac qui est là. OK, vous parlez de l'ancien bassin de rétention, des premières phases. La première phase. OK, je pensais pas que c'était ça. OK, mettons, ça a coûté 300 000 $ pour ce bassin-là. Puis là, avec le nouveau bassin de rétention, il y a sûrement, la phase 1, sûrement coûté près d'1 million, parce qu'ils ont travaillé pratiquement 1 mois et demi. Donc, là, il y a 700 000 $ additionnels là, qui se rajoutent. Pourquoi c'est rendu plus compliqué que la première phase, où il y avait comme un écoulement naturel? Là, vous me disiez l'autre jour qu'il y avait l'équipement électronique qui devait être... Mais c'était dans le fond, c'était de l'éclairage, juste parce qu'il y avait tout le projet d'aménagement qu'on a retiré du projet complètement. Donc, vraiment, c'est venu dégraisser le projet. Donc, il n'y a plus d'électronique? Il n'y a pas d'électronique, d'électricité. OK. Non, ça a tout été éliminé. Donc là, c'est... Il y a la station de pompage qui Oui. est pour l'égout qui est à proximité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Puis ça, c'est un montant qui est vraiment à 711 000 là, pour la station Moi, le de système de pompage, là, personnellement, l'ingénieur me dit que c'est une dessous de 4 pouces. Si vous vous souvenez de l'expérience du chemin Joliette, où il y avait ce système de pompage-là, bien, l'égout était refait en entier, mettons, 5 ans. Parce que les pompes étaient tout le temps brisées. Puis même le chemin Joliette, c'était un dessous de 6 pouces. Donc, ça va être un dessous de 4 pouces. Mais Ici, là, Oui? ça, c'est le couloir. ça, c'est pour la station de pompage. C'est pas la même chose que Ben oui, il y avait un système de pompage avant. Il y avait 2 pompes qui étaient là. C'est pour l'égout sanitaire. Ça. Non, mais ici, c'était les égouts, mais seulement il y avait le pouvoir à me dire qui jetait dedans. Oui. Mais il y avait beaucoup de plumes et de jutets de poulet Qui bloquaient les pompes. qui venaient endommager les ponts. Qui voulaient bloquer les tuyaux. C'était un problème. OK. Donc, on n'aura pas le même problème. Avec un dessous de 4 pouces, là. Je ne penserais pas. Non? Je dis, ben là, écoutez, moi, je suis ingénieur, mais en tout cas, ils nous garantissent les travaux. Mais si vous vous souvenez, Volaille Vincent, Oui. il y avait un tuyau qui De 8 pouces. Tu partais, oui, qui faisait le long du principal. Oui. La suspension aussi. Oui. Ça allait bien. Le tuyau était plus gros. Ouais. Il était seul. Il y avait plus de stock que de maison. Hein. Bon, ça éclaircit le point. Le point 11. Je suis très surpris pour un terrain de 100 pieds par 300 pieds, qu'on demande 75 000. C'était quoi l'évaluation? Dans le fond, l'évaluation qu'on a faite faire, c'était 150 000. Je l'explique. 150 000, c'est une évaluation marchande. Par contre, dans le fond, il faut comprendre que les municipalités ne sont pas sont tenues de vendre les terrains à valeur d'erreur. Donc, on doit le vendre à un montant. On n'a pas d'obligation de le vendre à la valeur marchande s'il y a des justifications. Quand on a pris connaissance de l'évaluation marchande qui avait été faite, ils ont comparé la vente du terrain que l'on vend à 75 000 avec des comparables qui ont été vendus sur la rue principale, autour du Fleuris, là, les terrains qui n'avaient pas d'accès, mais qui servent à des projets de développement futur, qui sont dans une zone plus densifiée où la valeur des terrains se sont vendus à des pieds carrés plus élevés que dans une zone, dans un terrain qui n'a pas d'accès. Dans le fond, si on ne vend pas le terrain, il n'y a personne qui peut y avoir accès, il faut qu'il passe par celui de la municipalité. Fait que les comparables dans l'étude, personnellement, quand on regardait tous les comparables, on trouvait que c'était questionnable. Le seul qui avait trouvé, c'était celui qui avait été vendu sur la rue principale. Il n'y en avait pas d'autres comparables dans la municipalité. Les autres, c'est tous des terrains qui ont été vendus pour faire du développement résidentiel dans des zones de densité où que l'usage de multilogements est autorisé. Fait que les prix de vente sont beaucoup plus élevés.
L'autre aspect, c'est qu'en discutant avec le propriétaire, monsieur souhaite investir, donc grossir son entreprise, il veut faire un nouveau bâtiment. Donc pour la municipalité, on trouvait que c'était intéressant d'avoir... Mais est-ce que ça, il peut l'écrire, lui, qui est prêt à faire des investissements, s'il paye 75 000? Oui, dans le fond, c'est ce qu'on parlait avec le conseil. Nous, dans le fond, ce qu'on va venir lier, dans le fond, monsieur, là, un peu, comme les clauses de premier acheteur, va venir lier le projet de... En conditionnel. C'est ce qu'on parlait, OK, plus tôt. c'est beau. C'est juste que là, on ne va pas dans le fin détail de chaque... Oui, mais c'est correct que vous posez la question, puis on vous répond. Donc oui, c'est parce qu'il y a un projet qui est attaché, fait qu'on va venir l'attacher de cette façon-là. Le point 18. Dans la proposition pour le chemin Saint-Gabriel, Oui. est-ce que c'est comme une expropriation de l'immeuble, vous faites demander? Nous, on laisse vraiment le choix au MTMD de faire l'analyse et de nous... tu sais, c'est leur chemin, là. Donc, OK. nous, ce qu'on nous a dit, c'est notre chemin, on est propriétaire, demandez-nous, démontrez-nous les enjeux, puis après, eux, leurs ingénieurs vont faire les études et vont recommander des solutions. Et après, ça va être à discuter avec la municipalité. Le comité de sécurité routière avait fait une recommandation de revoir justement cet aménagement-là. Il y avait eu des discussions de voir est-ce qu'on installe des arrêts-stop. On va mettre ça dans la cour du MTMD et eux vont venir nous faire les recommandations qui conviennent. Concernant les points 20, 21, 22, Oui. est-ce que vous avez l'intention d'impliquer le chargé de projet dans ce dénouement-là? Notre nouveau chargé de projet? Oui. Ben, dans le fond, c'est sûr qu'il va sûrement travailler avec ces dossiers-là parce que, bon, chargé de projet doit, je veux dire, Olivier en ce moment est directeur du service, mais il va le déléguer. Ça va vraiment être au choix du directeur de déléguer les dossiers sur lesquels il travaille. Peut-être que le chargé de projet va travailler avec la firme, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont prendre connaissance. Si c'est pas au moment de la réalisation, c'est sûr qu'il va travailler avec ces outils-là. Ça sera bon pour son apprentissage. Oui, mais ça sera, on va laisser... On va laisser notre directeur déterminer quelle tâche son employé fera, oui. Mais c'est certain que dans tous les cas, c'est le genre d'outil qu'il va travailler avec, ça c'est à 100%. Là, je me pose la question pour les points 23, 24, 25, 26, 27, où ce que vous faites un règlement pour modifier les frais exigibles. Si je comprends, c'est que dans l'ancien règlement, le frais était inclus dans la réglementation. C'est ça? Exactement. Dans le fond, Ben nous, là, moi, quand je travaillais, là, puis on faisait du ISO 9000, là, pour justement pas qu'on se répète, puis changer un paquet d'articles, on dit référence au tableau tel. Puis tu n'as plus jamais à faire de changement de réglementation, parce que dans ta documentation de règlement, tu fais référence à un tableau de taux. Fait que là, vous allez vous sauver beaucoup de temps, là, si c'est permis là, dans le domaine municipal. On voir si c'est le genre de choses qui est permis dans le domaine municipal. C'est ça. C'est très encadré, hein, comme vous savez. Je sais, mais si c'est bon pour l'ISO 9000 qui est international, regardez, c'est ça pas une devrait mauvaise être bon idée pour de trouver des façons de simplifier. modifier à chaque fois. Mais il y a peut-être dans le fond, c'est que dans tous les cas, c'est que les gens aiment à voter aussi. Moi, j'ai tenu des consultations sur ces projets-là. Donc, oui. À chaque fois qu'on modifie un règlement, donc tarification, il faut que les gens puissent. Mais vous avez justement voté sur les tarifs déjà. Oui, c'est ça. C'est tout détaillé pour dans le tableau des tarifs. De toute façon, on entend votre demande. Je ferai une recommandation à la ressource qui va me remplacer. Oui. Mais effectivement, là, on est sur de la réglementation qui est plus particulière que l'ISO 9000, mais c'est à entendre. Ça permet de la flexibilité et l'amélioration de la performance. C'est pas dans le coin. Je ne pourrais pas poser la question. Parce que la sécurité, là, vous avez engagé là, pour la sécurité, mais c'est applicable. C'est la brigade bleue et verte. Oui, mais c'est parce que la sécurité, l'année passée, là, il est plutôt dans l'auto que faire le tour. C'est pas la même. La brigade bleue et verte, c'est vraiment... Je sais. Non, mais on va surveiller. Oui. La brigade bleue et verte, c'est vraiment par rapport à l'arrosage. Par rapport à l'arrosage, puis la surveillance, par exemple, de certains aspects de la réglementation d'urbanisme. C'est bon. C'est bon? Parfait.
Merci. Merci à vous. Alors, on est rendu à la levée de la séance, point 49. Ça me prendra un proposeur. Proposé par Pierre Méfissier, secondé par? Là, ça va. Secondé par Sophie. Sophie Lajeunesse, merci. Vous comprenez dessus? Moi, j'en prends juste un. Je prends juste Pierre d'habitude. Ben oui, merci. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux gens qui nous écoutent à la maison.